Le spiritisme et les forces radiantes. Revue Spirit, avril 1923. Voir Revue Spirit, février, mars. La nature, sous ses aspects variés, nous offre un enchantement perpétuel. Notre œil, organe à la fois délicat et grossier, ne perçoit que les formes d'ensemble. Mais si, munis d'un microscope, nous étudions la structure intime des corps, qu'arrivera-t-il ? Nous serons obligés de reconnaître que ces corps sont tout composés d'un nombre presque incalculable de particules d'une ténuité prodigieuse, animées de mouvements constants et qui s'entrechoquent sans cesse dans un tourbillonnement vertigineux. Observation. L'analyse de la matière soit solide, liquide ou gazeuse donne des résultats inattendus. C'est ainsi qu'un physicien a calculé qu'un litre d'air respirable contient des milliards de trillions de parcelles d'oxygène. Ces particules elles-mêmes ne seraient que des groupes de parcelles encore plus ténues, et c'est ainsi qu'on arrive à l'unité de la matière reconnue maintenant par la science et qui, disent les alchimistes, justifie toutes les espérances en ce qui concerne la transmutation des corps. Le jour où la science connaîtra la cause de la désintégration moléculaire, celle des particules du radium par exemple, elle sera en possession des forces profondes de la nature universelle, forces mystérieuses qui, du centre de la Terre jusqu'à la plus lointaine étoile, relient tous les mondes dans leur unité grandiose. Les désintégrations d'atomes mettent en jeu des quantités formidables d'énergie, plus considérables que toutes les réactions chimiques. Par exemple, la désintégration d'un atome d'uranium libère 400 000 fois plus d'énergie que la combustion d'un atome de charbon, d'après les chimistes. Les rayons cathodiques, disent-ils, sont produits par une sorte de bombardement continu de particules infinitésimales que l'on appelle des électrons. En faisant un vide suffisant dans des tubes de verre, comme l'a prouvé W. Crook, on rend ces particules à leur état de liberté et d'activité, état d'autant plus accentué que la raréfaction est plus grande. En poussant plus loin le vide, sous l'influence d'un courant électrique, ces rayons revêtent des couleurs délicates, cramoisies et violettes, et il se produit alors des fluorescences qui tiennent du prodige. Ces phénomènes lumineux viennent confirmer ce que nous disent les esprits sur les propriétés de la matière subtile et les effets de lumière, l'utilisation des couleurs qui jouent un si grand rôle dans toutes les conditions de la vie de l'espace. En accentuant la raréfaction, on obtient des radiations plus puissantes. Les rayons cathodiques, en frappant les parois de verre, augmentent d'intensité et prennent le nom de rayons X. Leur pouvoir de pénétration surpasse tout ce qu'on avait connu avant eux, ils traversent le bois, les étoffes, les métaux, les murailles même, et on a pu constater que leur action se faisait sentir jusqu'à 50 mètres du point d'émission. Leur emploi nécessite des précautions minutieuses, car, s'ils ont contribué à guérir bien des maux, ils ont causé aussi parfois des maladies mortelles. Toutes ces découvertes nous révèlent l'existence des forces mises en évidence par la dissociation de la matière et que les esprits utilisaient depuis longtemps dans les phénomènes familiers aux étudiants du monde invisible. On ne saurait trop insister sur ce point que les corps dits solides n'ont qu'une densité apparente résultant de l'imperfection de nos sens, et qu'en réalité ils se composent de molécules séparées les unes des autres par des intervalles plus ou moins grands suivant la nature de ces corps. C'est ce qui nous explique leur pénétrabilité par les radiations de la matière subtile et des fluides en particulier. Le phénomène des apports, des matérialisations d'esprit et tous les faits de cet ordre trouvent là leur explication, et tous ceux qui étudient avec attention cette science de l'invisible arrivent à comprendre et à admirer l'harmonie des lois qui relient le monde sensible aux forces et aux manifestations de l'au-delà. On se demande parfois ce qui distingue les rayons X des ondes hertziennes. Les uns et les autres sont des ondulations vibratoires de l'éther, plus courtes dans le premier cas, plus étendues dans le second. Les physiciens calculent que les longueurs d'onde des rayons X varient entre 1 millionième et un 100 millionième de millimètre et leur fréquence échappe à l'imagination. De tels calculs donnent une idée de la puissance de la radiation des ondes lumineuses qui traversent l'espace à la vitesse de 300 000 km par seconde. L'idée de cette grande vague de force qui déferle sans cesse à travers l'immensité, et nous voyons par là que l'infiniment petit est aussi merveilleux dans sa structure et ses effets que l'infiniment grand et que l'un comme l'autre se complètent, se pénètrent et s'identifient. L'étude des forces radiantes nous démontre aussi que les théories électriques sont en harmonie avec la loi générale de gravitation sous ses deux formes, positive et négative, autrement dit attraction et répulsion, l'électricité n'est qu'une des manifestations de l'énergie universelle. C'est là un phénomène interatomique ou intermoléculaire, et son double aspect résulte de la conductibilité ou de la non-conductibilité des atomes qui la composent. Selon que les espaces intermoléculaires sont plus larges ou plus resserrés,
ces éléments sont conducteurs ou non conducteurs du fluide électrique, et suivant les facilités ou la résistance qu'il lui présente, celui-ci prend un caractère positif ou négatif. Toutes les perturbations électriques proviennent du manque d'équilibre des éléments constitutifs du fluide. Tout s'explique donc par la différence de densité et de puissance. Les courants éthériques déterminent les courants électriques, qui eux-mêmes provoquent les courants atomiques. En dehors de la pression, les fluides supérieurs agissent sur les fluides inférieurs. Observation. D'après Max Franck, la loi de Newton est la loi unique. Dès lors, on comprendra comment une influence, exercée d'une manière invisible dans le milieu éthérique, peut causer des mouvements visibles d'atomes, et par suite des phénomènes qui paraissent inexplicables aux non-initiés. Dans les pages qui précèdent, nous avons passé en revue les données de la science actuelle sur les forces radiantes, mais ces données sont encore bien restreintes en face du vaste problème qui touche en dernière analyse à la cause même des causes de l'univers. Dans notre incompétence à le traiter avec ampleur, nous avons fait appel à nos collaborateurs invisibles dont nous allons résumer les enseignements. La matière, nous disent-ils, n'est que l'agent dont l'esprit se sert pour réaliser ses fins. Par une série de phénomènes, cette matière peut s'épurer et parvenir à un état qui permet de la confondre avec le principe primordial de la vie. On pourrait croire que la matière devient esprit, parce qu'elle est animée, mais elle ne possède jamais par elle-même un principe propre de vie. La matière ne vit que par réflexe, elle suit l'évolution de la vie et lui sert de support. L'étincelle partie du foyer divin évolue dans la matière en parcourant l'espace et revient à son point de départ, plus pure et plus brillante. La matière raréfiée se transforme en fluide, en force radiante. Tout corps est entouré de cette matière fluidique, c'est votre vêtement impérissable qui se détache à la mort et reste le vêtement de l'esprit dans l'espace. La matière, vous le savez, n'est qu'une condensation fluidique. Sur les mondes plus avancés que le vôtre, les esprits plus évolués vivent exclusivement de cette matière fluidique et s'en servent pour communiquer, même à de grandes distances. Depuis quelque temps, des tentatives ont été faites pour correspondre avec la Terre. Les messages incompris que vous avez constatés ne venaient pas de Mars, mais d'un monde plus élevé. Les auteurs de ces messages se souvenaient d'avoir vécu sur votre planète et, parmi eux, plusieurs de vos guides voulaient établir une communication, et par ce moyen vous pénétrez de radiations bienfaisantes qui auraient favorisé votre évolution. Par là, on espérait influencer votre atmosphère, impressionner vos cerveaux, faire résonner des appareils qui sont restés muets. Il est d'autres centres planétaires qui agissent également sur vous. Des ondes vous parviennent de différents côtés. De ce concours des forces dégage un premier résultat, votre science s'oriente vers l'étude des ondes. Bientôt vous découvrirez un appareil qui les enregistrera, vous réussirez à les capter, à les isoler et à utiliser leur puissance. Ces ondes auront des longueurs et des vitesses supérieures à celles que vous possédez. Votre électricité n'est qu'un procédé d'isolement, une dérivation de la force universelle. Les ondes des mondes dont je vous parle vous parviendront sous la forme de vibrations d'une sonorité spéciale jusqu'ici inconnue de vous. Les savants incrédules, eux-mêmes, les percevront et comprendront qu'elles sont d'un ordre nouveau, elles seront calculables et on verra que leurs longueurs d'onde sont plus étendues que toutes celles de votre sphère. Des émissions sont sans cesse projetées vers vous, sans leur secours vous n'auriez pas trouvé la télégraphie sans fil. Celle-ci ne met encore en action que des ondes d'ordre terrestre et qui dépendent d'un système de courant qui enveloppe votre planète. Les autres ondes, provenant de foyers plus lointains, viennent frapper verticalement les ondes terrestres et doivent traverser les courants parallèles qui leur font obstacle. Tout, dans l'espace, se résume en ondes et en vibrations. Parfois nous-mêmes éprouvons des difficultés à venir jusqu'à vous, car nous sommes gênés par des radiations grossières qui dérivent des passions humaines. Examinons maintenant la question des forces radiantes au point de vue de l'expérimentation spirit et de l'intervention des esprits, nous résumons ici les instructions des guides. Les expérimentateurs dits psychistes n'apportent pas toujours l'impartialité nécessaire dans leur contrôle et ils attirent à eux des forces nuisibles. L'heure des nouvelles révélations n'est pas encore venue pour eux, elle viendra quand ils ressentiront des ondes nouvelles apportant un courant d'idées plus élevé. On recevra par des médiums des indications sur la façon de capter les ondes inconnues. Il faut que des spirites sérieux, convaincus, possédant des médiums sensibles, travaillent à leur faire constater l'existence de ces ondes inconnues dont ils pourraient donner la formule à vos scientifiques. Il ne suffit pas que les médiums reçoivent ces ondes comme il arrive dans les manifestations,
il faut qu'il en perçoive la forme et donne les moyens de les vulgariser. Jusqu'ici les spirites ne se sont pas suffisamment orientés dans ce sens. Efforcez-vous de diriger la vision psychique vers ces faisceaux radiants, afin que la science apprenne à les connaître et à les utiliser. Les phénomènes visuels ne sont même pas suffisants. Il serait bon de dégager la cause avant de constater l'effet. Les matérialisations pourraient vous guider en cela, dans certaines conditions. Il faudrait préciser les lois qui dirigent la marche et l'application des forces radiantes. Depuis 50 ans les esprits cherchent à amener les savants, chez qui ils rencontrent des dispositions favorables, à reconnaître directement et à analyser les courants de l'espace. Mais ces savants n'ont perçu qu'une faible partie des éléments qui composent les radiations et nous servent à transmettre notre pensée. Par exception, Pierre Curie était sur le point de découvrir le principe des forces universelles et son génie allait dépasser les limites fixées, mais dans cette voie il convient de procéder par étapes successives et graduées. Votre évolution n'est pas suffisante pour d'un seul bond atteindre le but. Si dès maintenant votre science découvrait le fil conducteur qui relie tous les êtres, et tous les mondes, il en résulterait une grande perturbation dans l'esprit humain. La puissance acquise serait surtout employée pour le mal. L'orgueil et l'esprit de révolte s'en serviraient pour bouleverser ou détruire l'œuvre des siècles. Il fallait donc que Curie disparût du champ terrestre, mais dans l'espace Dieu permet qu'il poursuive ses travaux et qu'il inspire ses anciens collaborateurs. Le matérialisme a enlevé à la science ce caractère de grandeur et d'élévation morale qui l'aurait rendu digne de recevoir la révélation suprême, de recueillir le dépôt sacré. L'esprit matérialiste enorgueilli d'une telle conquête se serait redressé de plus belle contre Dieu. Mais, le jour où, imprégné d'un esprit nouveau, le savant se sera assimilé ces radiations supérieures qui synthétisent toute la vie universelle, il se prosternera devant l'œuvre divine. Alors, le spiritisme, associé à la science, fera de votre terre un monde évolué. En attendant, les spirites, au lieu de s'attacher à ces phénomènes extérieurs et matériels qui absorbent en ce moment l'attention des scientifiques, doivent orienter leurs travaux, à l'aide de médiums bien dirigés, vers la vision des courants fluidiques qui leur révéleront l'existence de ces ondes radiantes dont l'électricité n'est qu'une parcelle élémentaire. Ce n'est pas dans la grande ville qu'il faut chercher des médiums semblables, car les faisceaux fluidiques s'y heurtent à des émanations morbides qui en amoindrissent la conductibilité. Il vous faudrait des médiums de nature simple et pure, je dirais presque ingénus, en des milieux paisibles et recueillis où la communion s'établit plus facilement avec les entités protectrices et les génies de l'espace. À l'aide d'un médium de cette sorte, les esprits guides arriveraient à produire des ondes se résolvant en gouttes d'eau dans les mains même du sujet. Les assistants pourraient en constater l'existence non seulement par le contact avec les doigts du médium, mais encore au moyen de clichés photographiques fixant les courants fluidiques producteurs de ces résultats. En terminant, nous ferons remarquer que c'est pour avoir méconnu le rôle des forces radiantes dans les phénomènes et la façon de les diriger que les expérimentateurs officiels ont dû enregistrer de nombreux insuccès. Dans les investigations psychiques, l'homogénéité du milieu, la concordance des fluides et des pensées sont les facteurs indispensables à la réussite. Plus on s'attachera aux procédés matérialistes en usage dans la science, moins on facilitera l'assistance d'en haut. Dans les milieux où les entités supérieures veulent intervenir, si elles rencontrent des influences contraires, il leur devient impossible d'agir ou même de transmettre leurs pensées, les oppositions de vue faisant obstacle, leur fluide ne peut plus pénétrer le médium et, par lui, atteindre l'esprit et le cœur des assistants. C'est seulement dans l'homogénéité parfaite, dans la fusion des fluides et des sentiments que l'esprit, en lisant nos pensées, peut répondre avec exactitude aux questions intimes et résoudre les problèmes les plus délicats de la vie et de la mort. Nos savants officiels se soucient trop peu de remplir ces conditions, de là viennent leurs échecs répétés. Ils ne montrent même pas à l'égard des médiums l'impartialité nécessaire. Nous espérions rencontrer des médiums assez puissants, assez bien doués, pour fournir à ces savants des preuves irréfutables de la survivance. Mais, pour qu'un médium transmette fidèlement la pensée ou reproduise la forme d'un désincarné, il faut un degré suffisant de sensibilité. Or, prenons un médium très sensible et plaçons-le dans un milieu où les fluides émanant des assistants n'ont pas la même nature et dont la vitesse de vibration est différente. Il en résultera que sa sensibilité sera affaiblie et même annihilée, son état mental sera influencé par celui de son entourage et, voyant que l'expérience ne réussit pas, il cherchera peut-être, par des moyens frauduleux, à donner l'illusion des phénomènes attendus. Citons un exemple, les spirites parisiens se souviennent encore de ce médium exotique qui, en 1909, après avoir obtenu des apparitions bien authentiques,
des phénomènes de réelle valeur, abusa de ses facultés et se livra à des supercheries répétées, en des milieux hétérogènes et en présence de nombreux témoins. Il fallut le dénoncer publiquement et même l'exécuter moralement dans cette revue pour arrêter le cours de ses fraudes et en empêcher le retour. Sans cette mesure, ceux de nos adversaires qui se complaisant de prétendues enquêtes, au lieu de rechercher au loin des sujets de scandale, n'auraient pas manqué d'exploiter le souvenir de ces scènes qui, à Paris même, eurent tant de spectateurs et de témoins encore vivants. En résumé, les spirites peuvent donc à juste titre prétendre, non seulement avoir possédé bien avant les savants officiels la connaissance du monde des fluides et des forces radiantes, et c'est là une objection capitale à tous ceux qui accusent le spiritisme de n'avoir rien apporté à la science, mais aussi de savoir prendre, lorsque les circonstances l'exigent, les résolutions nécessaires pour sauvegarder la dignité de leur cause. Léon Denis.